Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne de la du spirituel pour un petit instant de lecture. Miss Chacha s'est mis à bouder parce que j'ai pris sa place. Viens ma chérie, allez viens. Donc aujourd'hui, pour ceux qui suivent la chaîne cet été, je vous avais fait un instant de lecture. Extrait de lecture, Jacques Salomé. Donc vous voyez, je vous avais fait un extrait de lecture de Passeur de vie. Pour ceux qui connaissent, alors mon petit instant de lecture a eu du succès parce qu'il y a des personnes qui connaissent bien Jacques Salomé, cependant quand même il est connu. Voilà, j'ai gardé la carte, ce livre m'a été offert en 2003, c'est pas récent et c'est comme ça que j'ai découvert Jacques Salomé. C'est une collègue de travail qui me l'avait offert pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Et aujourd'hui, alors je prends des notes en même temps parce que vous allez voir. Allez, viens te montrer ma petite starlette. Je vais vous faire un instant de lecture. Et puis, je lirai avec délice vos commentaires d'un très beau livre que j'aime beaucoup, que j'ai lu plusieurs fois, et on peut lire même des petits morceaux. Très intéressant, Le courage d'être soi. J'essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas de reflets. Alors, j'ai mon crayon à papier, comme ça je ne vous ferai pas 3 fois la même lecture, hein, parce qu'au bout d'un moment, la chaîne grossit, et je ne sais plus où j'en suis. Ce qui est bien agréable quand même, de ne pas toujours savoir où on en est. Donc Jacques Salomé, psychologue. Jacques Salomé, conte à 60 ans. Alors là, le livre a été édité. Oh, on est des vilaines, on aime bien savoir l'âge des gens. En 2001, bon, j'y crois pas trop. Bon, bref. À 60 ans, près d'une trentaine de livres, pour la plupart consacrés à la communication au sein du couple et de la famille, notamment Parle-moi, J'ai des choses à te dire, 1982, Tais-toi quand tu parles, 1991, et Papa, maman, écoutez-moi vraiment, 1996. Dans le prolongement de son expérience de formateur, il a publié plusieurs ouvrages qui posent les bases d'une réflexion pour un enseignement possible de la communication à l'école, parmi lesquels « Si je m'écoutais, je m'entendais » 1990 et « Pour ne plus vivre sur la planète Terre » T-A-I-R-E en 1997. Son approche concrète et pragmatique, servie par une expression simple et imagée, lui vaut la faveur d'un très large public, qui a porté son intérêt tant à ses livres, traduits en 27 langues, qu'à ses conférences. Depuis 1981, il se consacre également à son œuvre romanesque et poétique. Père de 5 enfants, Jacques Salomé vit à Roussillon, en Provence. Alors, cet ouvrage de Jacques Salomé nous initie à l'art de communiquer en conscience. Il nous propose, entre autres, quelques repères pour explorer les zones d'ombre de notre personnalité qui nous enchaînent dans une relation avec autrui et avec nous-mêmes. Apprendre à surmonter les violences, les blessures et les souffrances. Sortir des fidélités contraignantes et aller de la fidélité à l'autre à la fidélité à soi. Vivre les deuils successifs de notre existence et en sortir plus grand. Découvrir l'espérance spirituelle qui est en chacun de nous. Un livre qui propose un nouvel art de communiquer, une charte du mieux-être avec autrui et avec soi-même. Un pont entre la psychologie et la spiritualité. Qu'est-ce que vous dites de ça, mes petites étoiles? Ce livre, il a la place presque #1 sur la chaîne. Je pense que je vous ferai plusieurs instants de lecture. Donc, je ne sais pas si je vais vous lire la préface. Bon, allez, je vous la lis parce qu'elle est vraiment bien écrite. Ouais, allez, préface. Je vais poser mon petit crayon.
Si l'homme est un roseau pensant, selon la formule consacrée, l'humanité, elle, est en passe de devenir un réseau pensant. Et ce processus nous confronte plus que jamais à la nécessité d'une réflexion sur le bon fonctionnement du système sur lequel il repose, celui de la communication. En effet, de même qu'il existe divers systèmes, sanguins, respiratoires ou nerveux, régissant la vie interne de l'homme, on peut imaginer qu'un système, celui de la communication, régisse le bon fonctionnement d'un corps collectif qui serait en quelque sorte l'organisme externe de l'homme vivant en société. Système constitué de lois qui, plus ou moins bien connues et appliquées, feraient l'équilibre ou le déséquilibre au sein du groupe et par extension de l'espèce. La société, se construisant sur des liens d'échange et les rites qui les fixent cette connaissance, est, entre autres objets d'étude, celui des psychosociologues. Et c'est déjà à ce titre que Jacques Salomé, dont la réputation n'est plus à faire en ce domaine, pouvait nous apporter l'éclairage de sa précieuse contribution. Mais comme toute connaissance touchant à l'humain, celle-ci est destinée à la célébration libre et renouvelée de la beauté, et c'est encore un talent, et non des moindres, de l'auteur que d'être habité de son état de poésie, qui fait aussi de son œuvre celle d'un artiste visionnaire. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit 2001, hein, quand même, le livre. Hein. Donc, vous voyez où on en est. On est en 2021. Je pense que Jacques Salomé avait vu quand même tout ça arriver. Hein. Ce formateur en relations humaines est ainsi pour notre temps une sorte de prophète social, dont les écrits inspirés visent à nous éclairer sur les rouages de la vie de l'homme communicant. Et c'est à une connaissance telle que celle qu'il délivre l'élaboration d'une théorie et d'une méthodologie de la communication consciente que nous devons avoir recours pour nous préparer pour le bien vivre à l'avènement du réseau pensant. Projet commun à l'espèce, réseau tissé d'informations, d'êtres humains en relation, il est de toute première importance d'établir et d'assurer les fondements de cette science, voire de cet art qu'est la communication, accessible à tous. En somme, d'énoncer un ensemble de règles destinées à faire droite les autoroutes de l'information. L'homme n'étant pas par nature destiné à la solitude, mais à la vie de groupe, il a été confronté depuis l'origine à la nécessité de créer dans le tiraillement des différences des structures et des règles respectueuses des droits de chacun. C'est en nous faisant les témoins de son propre cheminement et les confidents de ses expériences qu'il nous initie à la découverte de ses règles et de ses lois. Au-delà de cet énoncé, c'est plus une théorie, mais bien une méthodologie pratique, une discipline de transformation qui apparaît pour communiquer avec conscience, exigeant de la part de tous vigilance et détermination. Le bouddhisme nous a appris, avec la pratique de Vipassana, par exemple, comment grandir en mettant de la conscience dans le système respiratoire. Jacques Salomé nous propose en quelque sorte une discipline à l'identique en mettant de la conscience dans le système communicant du corps social. Il s'agit là sans conteste d'un rendez-vous de première importance, qu'à l'aube du 3e millénaire, il convient de ne pas manquer et dont les éditions du Relier se devaient de témoigner. Quel meilleur ambassadeur pouvait-elle trouver en ouvrant cette nouvelle collection destinée à diffuser les valeurs de la conscience dans tous les champs d'action et de réflexion de l'homme social, que celui dont la vie a été consacrée à faire connaître les mêmes valeurs et à qui a su toucher tant et tant de chercheurs. En cette ère de transition, il faut entendre ou réentendre l'appel lancé par 1000 sentinelles
Voici celui d'un accompagnant des passages, et s'il y est question du courage d'être soi, s'y trouve aussi plus secrètement partagée la dignité d'être l'autre de ce soi. Pour qui cherche parfois si loin le chemin de la charité, cette invitation à la communication consciente pourrait bien ouvrir celui des nouveaux communicants. Ivan Amar. Alors, vous excuserez mes lacunes, je ne sais pas qui est Ivan Amar, mais j'ai trouvé la préface vraiment sympa. Alors, je vous lirai tout ce livre par petits chapitres, parce que sinon, c'est pour certains qui sont abonnés à la chaîne. D'ailleurs, j'ai oublié de dire dans mes 3e vidéos, si vous voulez recevoir une petite notification quand je vous poste une vidéo, il faut vous abonner à la chaîne, vous mettez une adresse mail valide et vous recevrez une petite notification. Moi-même, je suis abonnée à des chaînes YouTube qui m'intéressent, forcément. On ne va pas s'abonner à une chaîne qui ne nous intéresse pas, je ne vois pas l'intérêt. Et quand il se passe des trucs sur la chaîne à laquelle je suis abonnée, eh bien, je reçois une notification. Que vous pouvez désactiver la notification. C'est juste que ça vous permet de... Parce que là, j'ai reçu des messages hier. Ah, Lisa, j'ai raté. Ah, Lisa veut faire direct. Ah, Lisa, je ne peux pas prévenir tout le monde. Ça va devenir vite compliqué. Voilà. Alors, c'est parti pour la lecture. Donc, ce qui va être plus simple, c'est que je mettrai une petite croix là où je me suis arrêtée. Maintenant, avec l'âge qu'a M. Jacques Salomé, je pense qu'il ne peut qu'être content qu'on fasse des instants de lecture avec ces bouquins qui ne datent pas, puisque vous voyez bien que même la préface part de l'ère de la communication. Merci à Maryse Legrand, elle seule sait tout ce que je lui dois pour ce travail. Pour chacun d'entre nous, chaque trajectoire de recherche personnelle dispose d'une place dans l'espace-temps de l'univers. Chaque existence a un rôle à jouer dans la grande chorégraphie cosmique de l'histoire humaine. Chaque chemin de vie, tendu entre la terre et le ciel, y dessine ses volutes et ses arabesques, ses tornades ou ses mouvantes circonvolutions. Soumis qu'il est à des aspirations contradictoires entre ancrage ou enracinement, élan ou envol. Nos errances oscillent entre expansion vers les autres et retour, repli ou centrage sur soi. Nous nous cherchons par bonds successifs, 3 pas en avant et parfois 2 pas en arrière, quand ce n'est pas un saut nécessaire sur le côté. La quête sans fin du meilleur de soi se meut dans l'enclave de liberté qui s'offre à chacun, entre dette et créance, allégeance et autonomie, à la lisière du défini et de l'indéfinitif, du passé et de son devenir, entre l'Orient et le ponant de chaque être. Bon, Michacha prend beaucoup de place. C'est qu'elle n'est pas très grosse, mais quand même, et puis elle ronfle. Introduction. Toute démarche spirituelle ouvre d'abord à la purification et au dépouillement, invite au carême du cœur et au jeûne de l'âme. Si elle passe nécessairement par le renoncement aux illusions, elle ne nous dispense pas pour autant d'un travail d'archéologie personnelle, c'est-à-dire une interrogation sur notre histoire, nos fidélités, nos répétitions et nos legs. Elle ne nous évite pas l'économie d'une clarification de nos croyances, d'une exploration des pièges et des malentendus qui nous ligotent ou nous entravent dans notre relation avec autrui ou avec nous-mêmes. Elle s'appuie sur un travail d'apprentissage pour nous donner des repères fiables et des points d'ancrage fermes pour nous aider à nous situer dans le dédale des multiples sollicitations de la vie contemporaine. Prendre conscience du possible d'une communication relationnelle ou communiquer en conscience. C'est de cette responsabilisation
de conscientisation et d'engagement pour des relations plus authentiques dont il sera question dans ce livre. J'ai souhaité proposer quelques balises tout en m'appuyant sur mon propre cheminement et sur celui des êtres qui ont marqué ma vie. Car la soif de sens qui nous habite à certains moments de notre existence se méprend souvent et peut soit s'étancher à des breuvages juteux et pétillants, mais enivrants ou toxiques, soit se tarir dans des réponses abusives. Si s'épanouir, c'est réaliser un accomplissement intérieur, cet accomplissement doit néanmoins pouvoir s'inscrire dans une expérience du quotidien tissée et métissée par un réseau de relations vivantes et créatrices avec soi et avec autrui. En même temps, toute démarche spirituelle fondée à la fois sur une aspiration à la transcendance et sur un besoin d'approfondissement nous accule au dénuement. Le risque encouru est celui d'un ébranlement et d'une rencontre douloureuse et bouleversante avec notre nudité psychique. Cette quête nous confronte à nos indigences affectives, à nos trop-pleins et à nos encombrements, à notre vacuité identitaire, au poids de nos certitudes, à nos fins et à nos failles, au dérisoire de nos valeurs, à nos vides et à nos carences en même temps qu'à nos béances et à nos monstres intérieurs pour pouvoir déboucher. C'est l'espoir qui m'habite sur une rencontre avec cette part de divin qui réclame sa réconciliation avec le tout. Dans ces moments de déstabilisation durable ou transitoire qui caractérisent tout changement, le recours à des repères valides et éprouvés est vivement conseillé et nécessaire pour nous maintenir debout et ancrés dans notre axe. Des repères dignes de ce nom qui, sans dicter la marche à suivre, soient des balises pour le viatique du parcours, des lumières qui aident à rester sur la voie, sans empêcher pour autant la quête et le renouvellement des interrogations. D'autant qu'autour de l'aspiration à l'élévation spirituelle rôdent des menaces. Maladie d'idéalité, décollage pas toujours très contrôlé vers des états de conscience différents ou atterrissage forcé dans des sables mouvants du quotidien aseptisé. En ce siècle finissant, la mondialisation galopante et l'extension vertigineuse des réseaux de communication de tous bords nous conduisent, et nos enfants ou petits-enfants plus encore, à être livrés en pâture à notre toute-puissance infantile quand elle nous a fait confondre la célébration et la consommation et nous amène à flirter périlleusement avec nos propres frontières intérieures. Que le chemin est long et parsemé d'embûches pour donner sens aux manifestations banales et imprévisibles de la vie, pour traverser les apparences, pour atteindre un accord, avant de pouvoir devenir soi-même source, il nous faudra naviguer à l'estime ou être guidé pour trouver la voie. La voie se présente tantôt comme un espace immense entre croyance et certitude, tantôt comme un chemin étroit où vont se confronter intuition, observation et expérience. Avant de parvenir à un clin d'œil d'éveil, nous aurons à parcourir toute une itinérance qui va de la recherche de la vérité avec le risque d'une appropriation à la nécessité d'un dépouillement. Il faut créer beaucoup de vide en soi pour naître au recevoir. Ce n'est pas tant
d'une pratique dont j'aspire à rendre compte, même si elle est présente dans mon existence, que d'une gestation dont je tiens à témoigner, celle qui fut la mienne en 60 ans de vie. Au fond de la matière, nous avons su voir l'énergie. Au fond de l'énergie, nous avons su voir l'information. Au fond de l'information, saurons-nous voir la conscience? Saurons-nous voir que l'information elle-même dépend de la conscience qu'on en prend, c'est-à-dire du sens qu'on lui attribue? Et c'est signé Xavier Emmanueli. Donc voilà 2 préfaces. Allez, on attaque Jacques Salomé. Alors moi, ces 2 préfaces, je les trouve vraiment visionnaires parce que je vous dis que ce livre a déjà quand même une vingtaine d'années. Hein, il m'a été offert par une collègue de travail quand je travaillais dans le médical justement. Cette collègue était très connectée. Voilà. Les naissances de ma vie. Alors non, c'est encore pas Jacques Salomé, ça. Mais bon, elles sont tellement belles, les préfaces. Alors, je vais la noter, puis je vous la lirai une autre fois. Ouais, je vais mettre un rond. Hop. Sinon, on ne va jamais arriver à Jacques. Vous allez voir, c'est... Hop. Ouais, c'est bon, c'est là. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, le livre, donc... Zone d'ombre ou zone de méprise dans notre personnalité. Chacun de nous possède un potentiel psychologique et relationnel qui se structure autour de 2 sortes de composantes. Des composantes positives qui agiront comme de véritables moteurs ou comme des stimulations qui pourront contribuer à illuminer votre vie. Des composantes négatives ou marginales qui pourront à l'inverse constituer autant de freins, de limitations ou de contraintes susceptibles de gréver ou d'assombrir notre existence de zones d'ombre et de difficultés. L'ensemble des composantes positives et négatives participe de façon active à la structuration de notre personnalité profonde et de nos relations au monde et aux autres. Nous pouvons considérer que les composantes négatives qui nourrissent en quelque sorte la part d'ombre et la dimension conflictuelle de notre potentiel relationnel s'organiseront en chacun de nous autour d'une constellation de caractéristiques ou de traits dominants. Elles fonctionnent au maximum quand elles sont entretenues, sollicitées, réactivées, stimulées ou exacerbées par l'attitude ou la composante dominante de l'autre. Elles fonctionnent au minimum quand elles sont minorées, atténuées ou maintenues en sourdine par la complémentarité de la dominante de l'autre, c'est-à-dire l'importance et l'attention à accorder à ce que l'autre stimule ou inhibe en nous lors des multiples rencontres ou des relations significatives de notre vie. Quand une dominante est majorée à l'excès, elle peut déboucher sur des comportements excessifs, voire pathologiques, qui risquent de s'inscrire durablement en tendance chronique ou en organisation de caractère. Il appartient à chacun de développer une responsabilité de conscientisation portant sur sa composante dominante, élective ou préférée, et au-delà de cette lucidité par rapport à soi, de rester également vigilant et attentif pour ne pas se laisser entraîner par des réactions de l'interlocuteur auquel nous avons affaire quand nous ouvrons ou engageons une relation avec lui. Présentation succincte des principales composantes négatives de notre personnalité. La liste des composantes sélectionnées ici n'est pas exhaustive.
et emprunte certains termes à des catégories existantes. On distingue dans ce domaine deux grands types de classification. Les unes sont surtout descriptives, établies à partir d'un inventaire de la constellation des caractéristiques au long cours et des traits de personnalité les plus observables chez une personne donnée. Les autres sont dites structurales et reposent sur l'analyse dynamique de l'ossature plus profonde de la personnalité. Elles s'appuient en particulier sur la prise en compte de trois critères principaux que sont la nature des angoisses et des peurs habituelles de cette personne, les moyens ou les mécanismes les plus courants qu'elle met en œuvre pour se défendre ou se protéger, leur nature, leur variété, leur souplesse ou leur rigidité, et enfin la manière dont elle entre en relation avec les autres et le monde qui l'entoure. Ce sont ces modalités relationnelles qui seront privilégiées et retenues en priorité ici. Alors là, vous allez voir, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est costaud de chez costaud. Je ne sais pas si je vous le lis tout ce soir. Bon, on va bien voir. La composante sadisante ou masochistique. Le moteur principal de cette composante sera issu de la recherche du plaisir à faire du mal ou à avoir mal, de la jouissance trouvée dans le fait de se disqualifier, de se nier ou de saboter les réussites possibles. La souffrance est parfois investie comme une source de plaisir dans une ultime tentative de garder le contrôle et la domination dans une situation où les rapports de force ne nous sont pas favorables. Le masochiste s'entretient dans des conduites d'échec. Il se plaint de ne vivre que des malheurs. Et en même temps, il trouve toujours des excuses ou de bonnes raisons pour les justifier. Il ne sait guère profiter des moments de plaisir ou de ses réussites. Il accepte de faire pour autrui des actions qui demandent un sacrifice excessif de soi. Il repousse les offres d'assistance ou de conseil. En se disqualifiant, il disqualifie implicitement celui qui voudrait l'aider, lui montrant qu'il a bien peu de valeur pour se rendre disponible ou s'intéresser à quelqu'un qui en vaut si peu la peine. Il ne sait pas percevoir ou recevoir un cadeau ou un compliment. Cela est fréquent chez d'autres composantes, mais lui, quand il répond « il ne fallait pas », il le pense vraiment, sans fausse modestie. Il se vexe et il en souffre. Une preuve, si vous lui offrez un cadeau vraiment très beau et coûteux, vous constaterez plus tard que, comme par hasard, il s'abîmera ou le cassera. La dominance se construira autour d'une structuration sadomasochiste avec soit une érotisation de la souffrance reçue, soit un plaisir pris à la souffrance donnée. L'évolution pathologique de cette dominante débouchera sur des perversions avec des humiliations, des tendances à restreindre l'autonomie des proches, des comportements autodestructeurs et destructeurs. Je vous l'avais dit. Après, le livre, voilà, il fait les grandes... au début du livre, là, il fait les grandes structures. Et après, on a tous plus ou moins des composantes de ci, de là. La composante hystéroïde. Oui, c'est marqué. Ne rigolez pas. Son support sera constitué par un investissement important du corps en représentation, avec des manifestations gestuelles et des expressions corporelles excessives, exagérées, dramatisées, théâtrales, décalées ou disproportionnées par rapport à l'élément déclencheur ou à la situation vécue, par une manière générale de se comporter à base d'excitabilité, de réactivité émotionnelle peu authentique et réveillée par des sollicitations ou des stimulations même minimes. La tolérance aux frustrations et au retard de gratification est faible. La dominante sera un ancrage relationnel de type hystérique. L'expression pathologique débouchera sur des crises hystériques excessives, incontrôlées. La composante paranoïde ou paranoïaque. Elle s'appuiera sur un état récurrent de méfiance, un sentiment de persécution, de rejet, d'exclusion,
de non-amour ou de déni. Le tout basé sur une lutte profonde et constante contre toute forme de dépendance relationnelle. Ces ressentis basculent ensuite vers des positions marquées par l'exacerbation du sentiment de menace. La forme paranoïde se caractérise par de la méfiance avec des attitudes persécutrices par rapport à autrui, des accusations, des mises en cause, des comportements procéduriers, une attitude permanente de doute vis-à-vis du reste du monde. Dans le versant paranoïaque, c'est la lutte contre le risque d'attaque ou d'intrusion en provenance de l'extérieur qui est dominant, avec une attitude marquée par une grande prudence, la tendance à attribuer à l'autre des intentions de nuire ou de tromper, le ton docte, le recours aux évidences et aux certitudes, la méfiance est circonscrite aux personnes plus qu'aux situations. La dominante paranoïde se développe sous des formes variées qui s'étendent du contrôle à la persécution et à la menace, qui peuvent même aller jusqu'à des passages à l'acte. Certaines formes de jalousie aiguë et de possessivité peuvent alterner avec des phases de repli défensif agressif sur soi-même. La forme pathologique en sera la paranoïa, qui donne à celui qui en souffre ou qui en est atteint le sentiment aigu, envahissant et permanent que l'autre est un ennemi potentiel, un être dangereux ou nocif, une menace. Cela peut déboucher sur des fantasmes et des passages à l'acte visant à l'élimination et à la destruction d'autrui. La composante phobique, elle est surtout caractérisée par la peur persistante d'une situation ou d'un objet donné, par la recherche de réassurance, le recours à l'évitement des situations ou de l'objet qui déclenche de l'angoisse ou qui réactive un sentiment d'insécurité. En dehors de ces situations ou de ces objets bien circonscrits, la personne n'apparaît pas angoissée et se défend de l'être. Le risque est celui d'une généralisation des situations anxiogènes. La composante phobique peut entraîner une réduction durable du potentiel d'action et évoluer en phobie sociale. Dans sa forme dominante, elle peut déclencher des inhibitions, des blocages relationnels et des paralysies diverses qui entraînent des limitations importantes et invalidantes de la vie au quotidien. Difficulté à se déplacer seul, impossibilité de faire ses achats dans certains lieux comme les grandes surfaces ou à l'inverse les petits commerces, peur d'être pris de panique chez le coiffeur, peur de se mettre à trembler en prenant un verre ou sa tasse de café. Allez, je la rajoute, peur des araignées, peur des rats, peur des souris, peur des serpents, peur du noir. Voilà, c'est la composante phobique. La composante obsessionnelle. Elle est composée d'attitudes, de contrôle, de méticulosité, avec une compulsivité au rangement, à la vérification, avec une organisation paperassière ou rigoureuse de la vie, sans fantaisie. Elle suscite des rigidités et des comportements répétitifs très énergétivores, perte de temps considérable par exemple. Elle est assortie le plus souvent d'une inquiétude latente vis-à-vis de l'imprévisible et de toute forme de hasard qui empêche de vivre le présent et de s'abandonner à la richesse de l'instant, avec des mécanismes de défense à base de rationalisation, d'intellectualisation. La dominante obsessionnelle se traduit par une recherche visant à classer, ranger, contrôler, ritualiser à l'extrême pour désaffectiver les choses, anticiper le futur en oubliant de vivre le présent, avec des rétentions importantes, une difficulté à donner et à recevoir. La forme pathologique en sera l'envahissement de l'esprit par des doutes, des compulsions, par des peurs irrationnelles, entraînant isolement, repli sur soi et provoquant parfois des angoisses paralysantes. Le principal des énergies est mobilisé ou réquisitionné pour éviter l'émergence de l'angoisse et des conflits internes. On est beaucoup dans la composante obsessionnelle en ce moment. La composante instabilité des humeurs ou des comportements.
Elle se reconnaît à la variabilité cyclique des émotions et des sentiments pouvant entraîner l'apparition de comportements irrationnels et imprévisibles sans commune mesure avec les situations vécues. Ce qui caractérise cette composante, c'est l'alternative de phase d'excitabilité, fausse joyeuseté ou gaieté excessive, agitation, logorée, et de phase de découragement, d'abattement, d'abattement de déprime, de non-confiance en soi ou de doute et de confusion. La dominante, fondée sur une alternance imprévisible des phases d'excitation et de dépression, semble souvent quasi indépendante des stimulations extérieures. La forme pathologique en sera la maniaco-dépression, pouvant aller jusqu'au délire avec une production d'actes et de conduites inadaptées qui inquiètent et culpabilisent l'entourage. Elle peut conduire à des suicides ou à des dépressions profondes. Ça se soigne, hein? Toutes ces composantes, ça se soigne. La composante narcissique. Ah là, j'aime bien parce qu'on va parler de l'ego. L'ego envahit tout l'espace social, avec une incapacité à se décentrer et à tenir compte d'autrui, et une manière d'être basée sur un sens grandiose de sa propre importance, une surestimation de ses réalisations ou de ses capacités avec des attentes d'être reconnu comme exceptionnel, alternant avec des phases de découragement fondées sur le sentiment d'être nul ou indigne. C'est que la manière d'être habituelle est régie surtout par un idéal de soi très élevé, qui n'admet pas les erreurs ou les tâtonnements. Le sentiment correspondant est plus celui de honte que de culpabilité, et les réactions sont davantage des crises de rage contre soi que de colère contre l'autre. L'autre est utilisé comme faire-valoir ou pour parvenir à ses fins, traité comme quelqu'un dont la fonction est surtout de renforcer l'estime de soi pour soi. Si, dans sa forme ordinaire, acceptable et même souhaitable, la composante narcissique correspond à une forme d'amour de soi ouverte et bienveillante, la manifestation concentrée et pathologique est cette part d'amour de soi qui s'aime comme objet et plus que tout autre. Elle se fonde sur l'illusion d'être le centre et le maître du monde et repose, lorsqu'elle exhibe sa toute-puissance, sur une contradiction. Toute tendance narcissique exacerbée s'affirme et se proclame suffisante alors qu'elle a dans le même temps besoin de la présence d'un autre qui la reconnaisse et l'approuve. Le narcissique peut exercer un véritable terrorisme relationnel, car il ramène tout à lui-même. Tout se passe comme si le monde entier devait le reconnaître. On retrouvera inévitablement des personnes présentant cette composante à des postes de pouvoir qui, bien sûr, les attirent. On retrouve beaucoup de narcissiques chez les Men in Black, hein, par exemple. Hein. Nous avons le serpent et le druide en compétition. Le druide n'est pas dans la composante narcissique. La composante perverse, vous savez, ça suit l'ordre, le livre. Cette composante est délicate à définir en quelques mots, tant le terme fait l'objet d'amalgame et d'usage réducteur. Il est d'autant plus important d'en dire quelques mots qu'elle est peut-être parmi les composantes évoquées ici, celle qui est la plus difficile à reconnaître en soi et à identifier chez l'autre. La composante perverse se nourrit, dans ses formes les plus structurées, du plaisir à faire mal et à faire souffrir, mais elle se caractérise surtout par une manière particulière d'entrer en relation avec l'autre, réduit au statut d'objet. La relation perverse se définit par une forme de relation abusive d'emprise qui est la forme la plus extrême de la relation inégalitaire. Elle se reconnaît à l'influence qu'un partenaire exerce sur l'autre et ceci à l'insu de ce dernier. Elle s'oppose à la relation de maîtrise obsessionnelle qui repose sur une différenciation nette
entre soi et les autres. La relation d'emprise perverse capte le partenaire ou l'interlocuteur par des attitudes séductrices très habiles qui lui assignent un rôle de double ou de miroir. Par exemple, l'emploi du « on » ou du « nous » dans ce cas n'a pas la même valeur que le « on » fusionnel. C'est un « on » qui inclut l'autre sans lui demander son avis. Comme s'il était évident qu'il soit complice et qu'il ne puisse rien vivre, ressentir, percevoir ou penser d'autre que celui qui parle. Les procédés relationnels de cette nature ne manifestent pas l'opposition massive des organisations psychopathes qui ont recours à des passages à l'acte bruyant. Ils reposent sur un double jeu relationnel qui passe par une soumission apparente et une bonne collaboration, bien qu'elle soit en fait inauthentique, assortie de transgressions constantes, d'une manière ou d'une autre, des règles ou des lois. Ces caractéristiques sont d'autant plus pernicieuses et ambiguës qu'elles se dissimulent habilement. Parmi les attitudes relationnelles perverses se retrouvent aussi toutes les manières de chercher à dire le faux pour savoir le vrai, donner le fictif pour le réel, tous les jeux autour du montré caché, de la manipulation du secret qui vise à capter l'attention de l'autre et obtenir son adhésion, à le fasciner et à attiser sa curiosité. Toutes les formes d'effraction ou d'intrusion dans l'intimité, par exemple, appartiennent à ce registre. La composante perverse a recours tout particulièrement aux messages non verbaux, avec de nombreuses contradictions entre ce qui est dit et ce qui est réellement transmis ou exprimé par le langage analogique. Alors voilà, dans tout ce qu'on lit actuellement, populaire, sur les magazines et autres, on met souvent, j'expliquais ceci à une consultante hier, on met souvent le mot pervers avec narcissique. Or, la perversité est très bien expliquée ici. Voilà, il a fait des petits passages très très courts, hein, sinon on va y passer la vie. Et il a bien séparé la composante narcissique. Hein. J'ai choisi exprès de commencer par le début du livre pour qu'on puisse aller plus loin dans d'autres vidéos. Évidemment, c'est une chaîne d'échange, donc nous échangeons. La composante parasitaire, elle s'exprime par le besoin de dépendre de quelqu'un et de réclamer toujours plus de lui. Le parasite s'attache à quelqu'un qui lui paraît suffisamment donnant et sollicite pour subvenir à ses propres besoins. Bouche ouverte et main tendue. Les mots prononcés dans une rencontre traduisent une demande. Tu as pensé à moi, tu devrais me donner. Tu n'as pas oublié de me ramener ce que tu m'avais promis. Les modalités manipulatrices sont variables et d'une ingéniosité souvent remarquable et inépuisable. Dans la plupart des cas, le parasite s'arrange pour laisser croire à l'autre que c'est ce dernier qui a besoin de lui. Dans sa forme extrême, le parasite se greffe littéralement sur un alter ego qu'il va dévorer plus ou moins rapidement. Alors attention aux personnes qui ont des composants parasitaires, ça pullule en ce moment sur les réseaux sociaux et c'est ceux qui m'empoisonnent bien la vie et qui me vampirisent et qui, voilà, bon bref. Engagement et évolution. Dans la perspective d'un engagement relationnel de longue durée, il convient d'être attentif aux effets amplificateurs et déstabilisants de la rencontre et de la confrontation avec l'une ou l'autre de ces dominantes. On observera que certaines dominantes chez l'un peuvent avoir un effet inhibiteur sur l'autre, ou l'inverse, car certaines dominantes peuvent avoir des effets de stimulation et d'amplification qui vont se révéler tout aussi aliénants. Par exemple, une dominante paranoïde se liant avec une dominante sadomasochiste peut déboucher sur une relation incroyablement douloureuse pour chacun des protagonistes et rapidement infernale ou impossible. Une dominante obsessionnelle se liant avec une dominante hystéroïde peut donner des passions folles et invivables, et cependant durables,
pour le meilleur mal-être de chacun des protagonistes. Il appartiendra à chacun d'entre nous d'être non seulement le plus lucide possible sur ses propres composantes et surtout sur sa dominance principale, mais aussi d'être vigilant, attentif aux composantes et à la dominante relationnelle de l'autre, en particulier lorsqu'on envisage de construire dans la durée une relation d'engagement affectif ou de collaboration avec lui. Les aspects que nous avons décrits sont d'ordre structural. Ils construisent une partie de l'armature ou de l'ossature de la personnalité par opposition aux symptômes dont les manifestations constituent les formes les plus visibles. Il serait vain et illusoire de croire à leur disparition. Tout au plus pourra-t-on les faire fonctionner au minimum et les assouplir dans le cadre d'un travail thérapeutique approfondi qui permettra d'intervenir sur les mécanismes de défense principaux. Notre liberté d'être au quotidien passera par la possibilité d'être plus conscient et vigilant sur ce qui les réactive et par le fait d'être suffisamment respectueux à l'égard de nous-mêmes pour ne pas créer ou nous engager dans des situations relationnelles qui se révéleront catastrophiques pour nous. Pour nous, hein. Pour nous. En premier, la priorité, c'est toujours vous. Ces quelques réflexions peuvent nous faire mieux comprendre que certaines relations sont d'emblée vouées à l'échec. Les risques sont parfois redoutables à vouloir faire cohabiter ensemble des personnalités inconciliables dont les dominantes vont se réactiver négativement de façon trop massive ou trop explosive. La difficulté résulte dans le fait que dans certaines relations, nous sommes la plupart du temps aveuglés, sidérés ou anesthésiés par des enjeux affectifs, émotionnels ou fonctionnels qui semblent prioritaires, ce qui ne permet pas un positionnement éclairé et lucide, préventif et salutaire. Je vous lis une petite citation. « Il y a un temps où ce n'est plus le jour, et ce n'est pas encore la nuit. Ce n'est qu'à cette heure-là que l'on peut commencer à regarder les choses ou sa vie. C'est qu'il nous faut un peu plus d'obscur pour bien voir, étant nous-mêmes composés de clair et d'obscur. » Christian Bodin. Alors après, une fois qu'il a décrit les composantes, vous avez vu qu'il vous a expliqué qu'avec une thérapie, on peut faire taire ou on peut jouer sur les mécanismes. Parce qu'au bout d'un moment, on souffre, on est malheureux. Et on ne peut pas toujours rejeter sur l'autre la multiplicité de nos échecs, du fait de tourner toujours en rond dans le même type de relation et de situations qui se répètent, et avec la tendance New Age qu'il y a actuellement, il y a beaucoup de gourous parmi les narcissiques, hein, et parmi les pervers aussi, hein. Il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de ça, mais il y a beaucoup de gourous. Donc moi j'ai déterré des livres de personnes qui ne sont pas des gourous, parce qu'on en parle en consultation. Et donc, il explique quand même qu'avec une thérapie, on peut faire bouger des leviers pour casser, pour atténuer ces dominantes que nous avons en chacun de nous. On a tous une dominante. On en reviendra aussi au livre de Lise Bourbeau, dont je parle souvent lors des consultations, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, hein, qui se dit par l'acrostiche trahi. Je ne trouve pas mon bouquin, j'en ai tellement des bouquins, je ne sais pas où je l'ai mis. Et vous avez la vidéo, hein, je vais vous en faire d'autres à propos du livre de Lise Bourbeau, je vous retrouverai plus tard. Et avec une thérapie, on peut comprendre. Alors la thérapie, c'est agir. Alors, combien de fois j'entends la thérapie, ça ne marche pas sur moi, ça ne marche pas sur toi, parce que tu n'as pas utilisé les outils du thérapeute. Quand vous avez un bon échange avec un thérapeute professionnel qui a étudié, vous voyez bien qu'il y a quand même des livres sérieux, qui a travaillé d'abord sur lui, qui n'est pas perché, qui n'est pas un gourou, qui ne vous manipulera pas, qui ne va pas vous demander de l'argent et de l'argent et de l'argent, ça va durer
40 minutes, 1 heure l'échange, vous devez vous aussi vous investir dans le travail que vous voulez faire sur vous-même et prendre les outils et les utiliser. Une fois que vous vous connaîtrez bien, une fois que vous aurez compris les mécanismes, ben vous verrez que vos relations avec les autres vont s'améliorer premièrement, votre vie va commencer à changer, vous avez fait un travail en profondeur qui ne prend pas 5 minutes, qui ne prend pas 2 minutes et qui demande beaucoup d'énergie, qui est anxiogène, qui est fatigant au début, qui bouleverse nos schémas, peuvent nous mettre en colère, qui peuvent nous chambouler. Être psychothérapeute, être psychiatre, ce sont de vrais métiers, ce sont de vrais travails qui nécessitent de grandes études et qui sont des métiers formidables, qui vont vous sortir d'affaires, sauf si vous ne vous investissez pas. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est pas possible. Hein. Si vous ne montez pas sur le cheval et que vous ne tombez pas plusieurs fois du cheval et que vous ne remontez pas sur le cheval, ça ne marchera pas. Donc voilà, j'avais envie de commencer à travailler avec vous dans la chaîne Au-delà du spirituel, puisque vous voyez bien qu'on parle de spiritualité quand même dans ce livre. Voilà. Alors là, on passe au début du chapitre « Violence, blessure, souffrance ». Voilà, alors je vais vous lire juste le début, et puis on va s'arrêter là, et puis je continuerai. Donc, n'oubliez pas, celle-ci, c'est la vidéo numéro 1. Hein. Vous pouvez le lire aussi, le livre, hein, il vous servira aussi. Donc, combien de fois n'ai-je entendu dans les nombreux séminaires de formation aux relations humaines que j'ai animé de telles résolutions ? Il faudra que je rende à ma mère la souffrance que j'ai vécue à cause d'elle. Il faudra que j'ose dire à mon père la souffrance qu'il m'a causée avec son alcoolisme. Ou encore de telles affirmations. Jamais je ne pardonnerai à mes parents la souffrance qu'ils m'ont causée en divorçant. Si nous écoutons au plus près chacune de ces phrases, nous remarquons qu'elles contiennent tout un point commun, qui est le mot souffrance. Il est énoncé par celui qui s'exprime en termes d'accusation vis-à-vis de la personne dénoncée comme l'auteur de la violence, car la blessure ressentie, créée ou réveillée chez celui ou celle qui l'évoque est confondue avec la violence du comportement, de la parole blessante, injuste ou inappropriée venant de l'autre. Nous pressentons peut-être alors confusément que les personnes qui parlent ainsi et qui sont confrontées au vécu de la violence ont tendance, par un raccourci réducteur, à confondre violence et souffrance. Autrement dit, cause et conséquence, origine et effet, ou encore à confondre ce qui se passe aux deux extrémités de la relation. En effet, il n'est pas possible de rendre une souffrance, car la souffrance, c'est ce que nous ressentons. Nous sommes seuls à la produire ou à l'entretenir en nous. C'est bien celui qui souffre qui produit sa souffrance à l'intérieur de lui, même si elle est générée par une violence reçue de l'extérieur qui, elle, l'a blessé. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ou fait quelque chose qui nous blesse qu'il devient pour autant la cause de notre blessure. La succession temporelle des faits n'établit pas ipso facto une relation directe de cause à effet entre eux. Ce n'est pas à proprement parler ce que l'autre dit ou fait qui nous blesse ou nous déstabilise. C'est ce qu'il touche de sensible, de déjà meurtri en nous, ce qu'il réveille ou réactive d'une blessure ancienne déjà en place depuis longtemps et qui devient insupportable. C'est pour ça que je vous parlais du livre de Lise Bourbeau, « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Ça va de pair, hein? Un des mythes les plus profondément enracinés dans notre société, c'est la croyance que les choses nous arrivent de l'extérieur, qu'elles ont une cause en dehors de nous, parfois au-dessus de nous, une cause indépendante de notre vouloir ou de notre volonté. C'est aussi l'idée qu'il existe en dehors de nous un responsable à notre malheur, à nos difficultés, à notre désespoir. Notre culture, de type essentiellement
messianique nous laisse croire aussi, et nous sommes prompts à nous entretenir dans cette mythologie, que quelqu'un, Dieu pour certains, quelque chose, le hasard pour d'autres, un enchaînement irrémédiable, la destinée, la fatalité, ou le sort pour d'autres encore, veille ou pèse sur nous, ou alors qu'il est bien intentionné à notre égard. Cet autre, informel, est alors censé devoir prendre soin de nous, apporter des solutions à nos malheurs ou à nos déboires, avec pour conséquence, s'il ne nous donne pas ce soutien, s'il ne résout pas nos problèmes, le sentiment ou la conviction qu'il nous en veut, qu'il est contre nous, que nous n'avons pas de chance ou que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait vis-à-vis de cette entité. Nous risquons ainsi de pratiquer vis-à-vis de nous la pire des escroqueries, celle de ne pas entendre que nous sommes partie prenante de tout ce qui nous arrive, que nous sommes à la fois les initiateurs et les producteurs de notre propre souffrance. La souffrance, en effet, est générée par la création, l'implantation ou le réveil d'une blessure originelle, primaire, inscrite en nous en fonction des réponses et des non-réponses de nos proches ou de notre environnement immédiat et significative tout au long de notre histoire. C'est la non-adéquation des réponses de l'entourage à des demandes, à des attentes essentielles et vitales qui va se transformer en violence et ouvrir ainsi en nous des blessures parfois très profondes. Autrement dit, le schéma: violence reçue, blessure créée ou restimulée, souffrance produite, fait partie du cycle de vie de chacun de nous. C'est l'impact d'un geste, d'un acte, d'une parole reçue dans un moment de vulnérabilité, dans une phase sensible, d'empreinte qui devient violence et qui ouvre le passage à une blessure plus durable que l'événement déclencheur. Ce n'est pas ce que l'autre fait qui déclenche le plus souvent la violence, mais la façon dont nous recevons ce qui vient de lui. En effet, nombre de blessures originelles inscrites au début de la vie d'un bébé et d'un enfant ont souvent pour origine des actes qui ne se voulaient pas violents, voire même qui sont passés inaperçus pour celui qui les a posés. Les parents sont étonnés, parfois choqués, et tombent des nues quand ils découvrent dans l'après-coup quel a pu être pour leur enfant le retentissement d'un mot ou d'un geste auquel ils n'avaient pas prêté attention ni attaché d'importance. Toute une partie de l'enfance se construira en relation directe avec des actes, des décisions, des comportements qui s'inscrivent comme des contraintes, des frustrations ou même comme des menaces à des agressions, ou qui au contraire sont reçus comme des gratifications et des bienfaits et nous confirment dans le bien-être d'exister en nous permettant d'accéder à plus d'autonomie, de liberté, de rayonnement, d'amour. Nous pouvons ainsi entendre l'habileté et l'inventivité tout azimut avec lesquelles certains d'entre nous allons accuser, mettre en cause, culpabiliser l'autre, bref, le rendre responsable de notre souffrance, sans faire l'effort de nous responsabiliser à partir de notre propre ressenti. C'est bien moi qui ai vécu ce geste, cette parole, ce comportement comme dévalorisant ou disqualifiant. Ce processus semble d'ailleurs constituer un enjeu aux variations infinies dans les relations proches. Tout se passe comme si cette habitude relationnelle nous autorisait, en tout bien, tout honneur, à ne rien faire, à notre bout de relation, et à penser que c'est à l'autre d'agir autrement, à son bout de relation ou à son niveau à lui, et cela bien sûr dans le sens de nos intérêts. Le plaisir de l'accusation ou du reproche ainsi que le fait de se poser en victime qui donne parfois à celui qui l'adopte ou s'y complaît le sentiment d'exister ou celui d'un certain mérite. Pardon, le téléphone sonne. Alors on va s'arrêter là aujourd'hui. Et nous allons continuer plus tard. Je vous dis à très très vite. Donc j'ai mis le petit rond parce que je n'ai pas vu l'heure passer. Et nous continuerons en vidéo numéro 2 parce que nous allons avoir violence reçue, blessure, souffrance produite,
Et vous allez voir, c'est très intéressant parce que on peut lever des leviers et il faut comprendre, enfin, il essaye de faire comprendre comment ça naît, comment ça se nourrit, comment on nourrit nos souffrances, comment on peut les exagérer aussi parfois et comment on les entretient, mais il explique aussi comment s'en débarrasser. Et j'ai trouvé ça vraiment épatant. Vous allez voir, c'est très facile à lire. J'ai fait des petits repères. Donc voilà, j'ai pas vu l'heure passer, je m'excuse. Une fois que je suis partie dans mes lectures, on est vendredi soir, ben voilà. Donc j'ai mis le petit point et on reprendra plus tard. Donc le livre, c'est Le courage d'être soi. Je ne sais pas si je vous avais lu la 4e de couverture. Cet ouvrage de Jacques Salomé nous initie à l'art de communiquer en conscience. Il nous propose entre autres quelques repères pour explorer les zones d'ombre de notre personnalité qui nous enchaînent dans notre relation avec autrui et avec nous-mêmes, apprendre à surmonter les violences, les blessures et les souffrances, sortir des fidélités contraignantes et aller de la fidélité à l'autre à la fidélité à soi. Et ça, je l'explique souvent, on remet toujours à l'autre ce qu'on doit d'abord faire pour nous-mêmes. Vivre les deuils successifs de notre existence et en sortir plus grand, découvrir l'espérance spirituelle qui est en chacun de nous, un livre qui propose un nouvel art de communiquer, une charte du mieux-être avec autrui et avec soi-même, un pont entre la psychologie et la spiritualité. Je ne me souviens pas si je vous ai lu la 4e de couverture, mais en tout cas, c'est réparé, c'est fait. on aime bien plaisanter. Nous sommes vendredi soir. J'ai eu une semaine terrible et j'ai pas fini parce que demain, voilà. Je vous ai trouvé un très très beau livre. J'ai trop hâte de vous le montrer. Je viens de l'acquérir. Abécédaire de la sagesse. Vous allez adorer, j'ai adoré, et là j'ai pas fini de vous en parler. Abécédaire de la sagesse, Christophe André, Alexandre Jolien, vous le connaissez, Mathieu Ricard. Les conseils d'un moine, d'un philosophe et d'un psychiatre pour vivre au quotidien. La sagesse en pratique. Nous croyons au pouvoir réconfortant de la sagesse. Elle a la capacité de nous aider à moins souffrir et à moins faire souffrir. Donc, c'est toujours des lectures qui sont complémentaires. Je suis très bien entourée par mes petits lumineux et je tombe tout à fait par hasard sur ce très beau livre, alors que je n'étais pas du tout partie pour m'acheter un livre. J'étais chez les Mousquetaires, pour tout vous dire, pour acheter du poisson, parce que nous sommes vendredi. Et voilà, alors Christophe André est médecin psychiatre, il est l'auteur notamment de Imparfait, libre et heureux, Méditer jour après jour, Le temps de méditer. Alexandre Jolien est philosophe, il vit en Suisse, il est l'auteur entre autres de L'éloge de la faiblesse, Petit traité de l'abandon, Vivre sans pourquoi, c'est une personne qui est en situation de handicap. Mathieu Ricard est moine bouddhiste et photographe. Il se consacre à ses projets humanitaires et à des livres. L'art de la méditation, plaidoyer pour l'altruisme, plaidoyer pour les animaux. Alors je pense que vous allez adorer. Il faudra que je fasse des petites croix à chaque passage que je vous lirai. C'est un livre empreint de sagesse, avec des mots simples, qui rejoint mon combat et mon cheval de bataille. Je dirais pas contre, parce que c'est un mot que j'aime pas. Il y a l'ombre, la lumière, on n'est ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait Coluche. Mais je dirais pour aller dans le sens de la spiritualité telle qu'elle est vraiment et telle qu'elle peut se trouver son sens en chacun de nous, sans aller dans des trucs totalement farfelus, alambiqués, perchés. Ils ont ramené la sagesse, ils ont ramené la spiritualité dans ce livre à son plus simple état.
à son plus simple état, et ça m'a parlé vraiment, quoi. Et vous verrez que ce que j'essaie de vous dire, eh bien, a été écrit dedans. Attention aux gourous, attention aux faux prophètes, et attention à vous, surtout, parce que finalement, voilà, vous verrez qu'il s'explique tous les mots sanscrits, tout ce galvaudage de la spiritualité bouddhiste, voilà. C'est dépoussiéré, c'est beau, c'est pur, ça sent bon. Voilà, j'ai très hâte, évidemment. Ah, je suis comme une petite fille dès que j'ai des nouveaux livres. Alors j'en ai plein, je m'en suis acheté plein, je vous ai montré. J'ai une pile de livres là pour vous. Ça va pas être apostrophe, hein, la chaîne, mais presque. Et puis, pour ceux qui aiment aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui suivent la chaîne par rapport aux lectures, je vous ai déterré les fables de La Fontaine, parce que mes guides m'ont envoyé, ma petite Stéphanie surtout, m'a envoyé sur des fables de La Fontaine qui sont tout à fait d'actualité aujourd'hui. Donc vous aurez des vidéos avec 2-3 fables par vidéo. J'ai déterré Maupassant, j'ai déterré aussi, ça c'est Stéphanie aussi qui m'a fait déterrer ça. Alors là, quand elle plonge dans les livres, j'ai des sacs de livres. Jacques Prévert. Voilà, donc on aura du Jacques Prévert. Et on va commencer sur la chaîne. Je vais remonter la vidéo de Ho'oponopono que j'avais fait de Carole Berger. Le livre est en miettes à force de l'utiliser. Et on va commencer, pour ceux qui veulent, à pratiquer quotidiennement, le plus souvent possible, Ho'oponopono. Mais on va repartir sur une base d'explication pour que vous compreniez bien d'où ça vient, comment on peut l'utiliser dans notre culture, puisque ça vient de la culture hawaïenne, ce qu'on peut en faire, comment on peut l'utiliser. Moi, je vous mets ces outils-là. À vous d'acheter des livres, à vous de pratiquer, à vous de cultiver. On met une petite graine et puis ensuite les plantes poussent ou ne poussent pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes adorables dans vos commentaires. Là, je dois répondre à une dame par rapport aux vidéos que j'ai fait du petit livret que j'avais trouvé de Jean, l'Évangile selon Jean, que j'ai lu, bien sûr. Et son commentaire était éveillant. Et certainement, je vais m'acheter les livres qu'elle m'a écrits dans le texto. Donc, c'est par texto que ça s'est passé. Il y a des gens qui ne parlent pas sur la chaîne, mais qui m'envoient des mails ou des textos avec des lectures très intéressantes. Je suis contente parce que j'ai fait de belles rencontres grâce à la chaîne YouTube. Et j'ai rencontré des gens, des personnes éveillantes. Bah oui, j'invente des mots des fois. C'est Stéphanie aussi qui fait ça. Des personnes éveilleuses ou éveillantes. Alors, on va commencer aussi à enlever le mot guerrier de lumière, guerrière de lumière. Mère Teresa disait très simplement, et je vais vous quitter avec cette belle phrase de Mère Teresa, c'est « Je ne suis pas contre la guerre, mais je préfère plaider pour la paix ». Et donc, quand on essaye de s'éveiller à la spiritualité, ou même quand on est ancré dans la spiritualité, la vraie, hein, pas le truc... celle qui vient du cœur, qui est naturelle, hein, finalement, au bout d'un moment, ça devient naturel, ce comportement. On ne parle pas de guerre. On n'est pas des guerriers de lumière. On n'est pas un gourou. On n'est pas des guerriers de lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Des guerriers de lumière. Rien que le mot guerrier, guerre, pour moi, c'est pas compatible avec paix et lumière. Est-ce qu'on peut parler d'un gardien de la paix. Un gardien de la paix. Donc on peut être un gardien de la lumière. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot guerrier de lumière? On arrête avec ces mots-là, d'accord? On est gardien de la lumière. On protège la lumière. On diffuse la lumière. Et encore, c'est quoi la lumière? Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Allez, je vous laisse sur cette lecture de Jacques Salomé. On continuera, j'ai mis mon petit crayon, mon petit repère, comme ça je ne me perds plus, hein, pour ceux qui savent, je me perds souvent dans les dates et dans les années. Hein. J'ai été très capable de vous souhaiter la bonne année 2020, je l'ai fait, oui, j'ai corrigé après. Je vous fais des bisous. Chacha a toujours sa blessure. Tu viens ma chérie? Tu dis au revoir?
dit au revoir ma puce. Voilà ma petite Chacha. On fait du bisou. Elle s'est abîmée sa petite papate, mais on ne peut pas toucher, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Je vous dis au revoir et à très vite pour d'autres instants de lecture.